Bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir. C'est vraiment un grand plaisir. C'est une grande joie, je dirais même, et je remercie vraiment toute l'équipe du Faré Tamao et puis bien sûr Daniel Dumont et toute son équipe de m'accueillir. Et je suis revenu malgré les péripéties Covid avec une grande joie. Et donc je vais vous parler là ce soir de ce que Daniel proposait comme thème, celui des addictions à l'adolescence. Pourquoi, comment? C'est ce que tu m'interrogeais un peu sur la question des addictions à l'adolescence. Pourquoi ça survient à ce moment-là? Comment ça se passe? Et peut-être aussi qu'est-ce qu'on fait devant ces adolescents addicts? Et donc peut-être dans un premier temps, vous donner un peu un ordre d'idée de ces addictions, en tous les cas en France, de quelques chiffres. C'est pour ça qu'il y a un diaporama avec l'importance de ces différentes addictions. Qu'est-ce que c'est qu'une addiction? Et addiction alors au tabac, à l'alcool, au cannabis, à d'autres produits. Addiction comportementale, en tout cas pour avoir un ordre d'idée. Et puis après, parler un petit peu de la clinique, et puis après des soins, et puis répondre aux questions si besoin. Alors tout d'abord, j'avais envie de dire que, pour être optimiste, c'est que les adolescents français, en tous les cas, vont bien. J'ai repris les chiffres, et qui disaient que finalement, les adolescents, les 13-20 ans, ça représente entre 10 et 13% de la population. Un sujet sur 10 est un adolescent. C'est quand même important. Ce n'est pas juste une petite population. Et donc, c'est important. Et que la majorité vont bien, ce qui est plutôt rassurant. Parce qu'on va parler de ceux qui vont mal, mais je veux redire quand même que la majorité des adolescents vont bien. Et qu'en 2012, en tous les cas, 9 sur 10 estimaient être en bonne santé. C'est toujours important de leur demander leur avis. Et dans tous les questionnaires, on voyait, en tout cas c'était publié en 2012, qu'il y a une dizaine d'années, ils disaient ça. Et que près des 3/4, 73%, sont heureux de leur scolarité et se disent plutôt bien dans leur peau. Voilà, seulement 1% disent vraiment être en très mauvais état de santé. Ce sont que des questionnaires et peut-être faut relativiser ces chiffres, mais malgré tout ça donne un ordre d'idée. Et qu'en 2016, en tous les cas, seulement 6,6% des ados de 17 ans n'auraient expérimenté aucun produit toxique. Seulement 6%, ça veut dire quand même que 94% ou 93,4% ont essayé l'alcool, le tabac et ou le cannabis. Donc en fait tous quoi. C'est l'âge évidemment de la découverte, des expériences, du moment où il faut s'éprouver et que ce soit seul ou en groupe, parce que les phénomènes de groupe sont très importants, on essaye à l'adolescence les produits qui passent devant nous. En tout cas, les adolescents vont bien, mais certains vont pas bien. Un jeune de 15 à 19 ans sur 4, 25%, rapporte avoir consommé au moins une substance psychoactive dans l'année. Ce qui est quand même pas mal, je trouve. 1 sur 4, 25% ont consommé au moins une substance dans l'année. 10% fument tous les jours. C'est les chiffres de la consommation en France. 10% fument tous les jours et consomment également des boissons alcoolisées. 35% des jeunes ont consommé déjà de l'alcool et du cannabis simultanément. 35% ont déjà consommé les deux. C'est quand même, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas bien, mais quand même, ça donne un ordre d'idée sur ces consommations. Le tabac, l'alcool et le cannabis sont les premières substances psychoactives. Alors je ne sais pas ce qu'il en est ici, ce sera intéressant d'en débattre, mais en France, c'est vraiment le trio de tête. Tabac, alcool, cannabis. On va voir d'ailleurs dans le détail, c'est intéressant, l'évolution de la consommation de ces produits. Et en tous les cas, aujourd'hui, on peut déjà dire que le tabac recule dans les consommations chez les jeunes, comme si c'était plus à la mode, comme si y avait quand même des messages de prévention qui avaient finalement trouvé leur correspondant, et que si le tabagisme recule, ce n'est pas le cas de l'alcool et ce n'est pas le cas du cannabis, on va le voir, globalement. Même s'il y a une relative stabilité. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a de plus en plus autant de filles que de garçons qui consomment. C'est-à-dire qu'au départ, les garçons consommaient plus que les filles, mais progressivement, les filles rattrapent les garçons. Voilà en tout cas les grandes tendances des chiffres qu'on trouve. Et je vous ai donné là un classement, pas très glorieux, mais que la France, sur 35 pays européens, est 19e pour le tabac quotidien. Ados qui consomment du tabac tous les jours,
on est au 19e rang européen. Pour l'alcool, régulièrement, toutes les semaines, on est au 21e rang. Il y a beaucoup de pays nordiques, hein, beaucoup de l'Angleterre aussi, hein, notamment la bière, hein, qui consomme beaucoup. En revanche, cannabis, on est premier. On sauve la mise, si je puis dire. En tous les cas, on est premier. C'est inquiétant, hein. C'est inquiétant, mais sur plusieurs enquêtes, sur plusieurs études, et notamment la dernière, l'Ipsos, hein, 2018, hein, ce n'est pas des chiffres des années d'il y a 20 ans, on est premier. Après, il y a d'autres produits, et là, je dois avouer qu'on a des chiffres en France ou dans une région, mais on n'a pas de chiffres internationaux. Je pense à certains produits dont on va parler, et qui peut-être d'ailleurs vous concernent plus ici, comme l'ice ou comme des méthylphénidates ou des choses comme ça, mais qui nous posent vraiment beaucoup de questions. Voilà, en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la consommation est inversement corrélée au revenu mensuel des parents. C'est intéressant. Que pour l'alcool, plus les jeunes sont diplômés, plus la consommation augmente. Je trouve c'est intéressant de savoir ces chiffres. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, bah oui, les hautes écoles, hein, Sciences Po, Paris, etc., tout ça, non. Ben non, c'est eux qui consomment le plus. Et notamment dans des modalités dont on va parler tout à l'heure. Et le cannabis, 9% des jeunes consomment régulièrement, au moins une fois par mois. 1 sur 10 consomme régulièrement du cannabis. Si on est premier en Europe, ce n'est pas un hasard. Et ça, c'est au niveau national. Et si on ne prend que Paris, c'est 25% en région parisienne. Donc le Covid circule, le cannabis aussi. Non, mais c'est peut-être des chiffres qui sont surprenants pour vous. Je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais c'est ce qu'on trouve en France. Donc on va parler des addictions, parce que consommation expérimentale, ponctuelle, ludique, festive, ce n'est pas du tout addiction. Il faut vraiment faire la différence. Je crois que c'est vraiment fondamental, hein. Et que dans toutes les classifications, la 5e du DSM ou la future classification internationale des maladies, on différencie bien l'expérimentation, qui pour moi, hein, en tant que pédopsychiatre, me semble un passage obligé. Et ça, c'est important. Ce n'est pas forcément facile à dire aux parents, pour certains parents en tous les cas, mais que l'expérimentation n'est pas pathologique. L'usage à risque peut le devenir. Ça veut dire au fond, quand certains, je pense notamment à certaines jeunes filles qui vont consommer sans se rendre compte et qui vont se retrouver dans des situations périlleuses, hein, où on voit des fois des abus sexuels sous toxiques ou des choses, hein, où elles perdent le contrôle complètement. Là, voilà, on est dans des usages à risque qui peuvent être ponctuels, mais malheureusement qui peuvent être une source de danger pour elles, pour leur intégrité, de même que pour des garçons. Et je pense notamment à tous les accidents de voie publique. Les accidents de voie publique, c'est la deuxième cause de mortalité des 15-25 ans. Hein. Les accidents de voie publique, c'est le suicide. Les accidents, c'est la première cause, pardon. C'est la première cause. Accident de voie publique, hein, vélo, mobilette, moto. Première cause, c'est l'accident de voie publique. Hein. Deuxième, c'est le suicide. Troisième, c'est le cancer. On est bien loin devant le cancer. Voilà, usage à risque. Après, il y a les abus, les usages nocifs. Mais on n'est pas forcément encore dans la dépendance, qui vient dans un deuxième temps, au bout d'un certain temps de consommation, pour constituer après une addiction. Je crois que c'est vraiment important de quantifier les prises de toxiques, hein, chez les ados, quand on a un ado, hein, qui nous révèle que, bah, oui, ça lui arrive, hein, de fumer, de boire, voilà. C'est important de quantifier. Sinon, ça ne veut rien dire. Et donc d'essayer un petit peu de se savoir où on se trouve. Et que, voilà. Parce qu'une addiction, ça se définit, j'ai essayé d'être didactique, hein, voilà, parce que je pense à des parents, hein, qu'est-ce que c'est qu'une addiction, voilà, de prendre des mots simples. Et, voilà, une addiction, c'est une consommation ou un comportement, je pense à l'anorexie mentale, tout ça c'est une addiction aussi, hein, ou un comportement que l'on ne parvient plus à contrôler, malgré les dommages qu'ils peuvent entraîner, et dont l'ado a conscience. Je sais que ce n'est pas bon, mais je le fais quand même. Donc, consommation, comportement qu'on ne parvient plus à contrôler. C'est le « c'est plus fort que moi », docteur. Hein. C'est plus fort que moi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le plaisir, on est dans le besoin. C'est important, hein, de discuter de ça avec l'ado, mais quand tu bois, c'est du plaisir ou c'est parce qu'il faut, parce que tu as besoin. Et là, ça nous indique un peu si on est voilà, devant
je dirais, une expérimentation, un besoin d'être comme les autres, de partager. Les effets de groupe sont très importants par rapport à ça. Ou au contraire dans quelque chose d'un besoin, et donc déjà d'une dépendance, même physique. Parce qu'à ce moment-là, on est dans l'addiction. Il ne faut pas attendre ce moment-là. Et ce qui est constaté, pour valider, on va dire, cette addiction, c'est une impossibilité répétée de contrôler une consommation. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Ça s'impose à moi. Malgré le fait que je sais que ce n'est pas bien, je le fais quand même. J'en ai besoin. De savoir aussi que plus cette consommation est précoce, plus la dépendance est grave et sera compliquée à soigner. Et on le voit avec des ados qui commencent à fumer à 11 ans, à 12 ans. C'est vraiment des addictions qui vont être très 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 difficiles à soigner et très très compliquées à sevrer. Que les comportements des filles rejoignent ceux des garçons. C'est ce qu'on constate en France, je ne sais pas s'il en est de même ici, notamment pour les consommations de tabac, de cannabis, de bière, voilà. Qu'à terme, bien évidemment, il y a des graves conséquences somatiques, de fréquentes répercussions scolaires, parce que ça commence par je loupe un cours, je loupe une demi-journée, je décroche, je suis en échec, et puis voilà, la scolarité est terminée. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre évidemment ces moments-là, mais on voit bien comment, avec certains ados, on va avoir cette séquence, ratage d'un cours, je ne me lève pas le matin, et puis deux, et puis une demi-journée, et puis décrochage, et puis échec. Et après, conséquences médico-légales, avec tout ce qui peut survenir, évidemment, sous l'effet des produits. Avec des comorbidités psychiatriques, on le reverra. Donc, c'est fondamental, je crois, de repérer précocement ces addictions. C'est vraiment une question de santé publique. On a vu, les consommations de cannabis sont très très importantes et donc on doit repérer. Mais pour repérer, il faut questionner, il faut interroger. Il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas croire que ça n'arrive que chez les autres, que c'est chez le voisin mais pas chez soi. On va le voir tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un décalage entre ce que pensent les parents de leur propre ado et ce que vit l'ado et ce qu'il cache à ses parents. Voilà. Et une substance psychoactive, c'est quelque chose, c'est une substance qui agit sur le cerveau et qui modifie ses fonctions. C'est ça une substance addictive, qui entraîne des changements de perception, qui entraîne des changements au niveau visuel, au niveau sensoriel, au niveau auditif, au niveau corporel, au niveau de l'humeur, au niveau de la conscience, baisse de la vigilance, etc. Voilà. C'est ça une substance addictive, c'est pas n'importe quoi. Avec des effets donc physiques et psychiques, avec des produits qui sont naturels ou synthétiques, qui sont licites ou illicites, qui sont agréables ou désagréables, qui sont immédiats ou différés, etc. etc. Mais avec des représentations culturelles. On a l'impression, on va le voir tout à l'heure, qu'avec l'alcool, l'addiction à l'alcool, c'est presque, dans certains endroits, finalement, un signe d'appartenance ou d'identité. À une certaine époque, c'était ça. Enfin, je veux dire, voilà, qu'est-ce qu'il en est de nos représentations culturelles de ces consommations de produits? J'ai pu aller plusieurs fois dans certains pays du Maghreb, la consommation de cannabis, mais je veux dire, c'est quelque chose d'une banalité. Dans le pourtour méditerranéen aussi, on voit. Après, on peut choisir d'ailleurs entre le Libanais, le Marocain. Après, il y a des. Voilà. Mais on le voit ça notamment aussi dans les pays nordiques où c'est légalisé. Dans les coffee shops, on a comme ça plusieurs formes de cannabis qu'on peut choisir en fonction de la concentration du produit. Voilà. Il y a une connotation culturelle très très importante. Et la conduite addictive, c'est une conduite qui est à la fois récidivante, caractérisée par la recherche et l'usage compulsif d'un produit ou la répétition d'un comportement. Voilà. Alors, on définit plusieurs critères quand c'est répété, quand c'est indispensable, avec tous les problèmes que ça cause. Je vais passer sur les détails, mais il y a vraiment une classification qui est précise pour parler d'une addiction. Et les indicateurs, les facteurs de risque,
les facteurs de risque, ils sont maintenant connus pour toutes les addictions, que ce soit à l'alcool, au tabac, au cannabis, aux médicaments, aux jeux vidéo, on va le voir tout à l'heure, etc., etc. C'est l'âge de début précoce. Plus c'est précoce, plus c'est grave, plus c'est compliqué. À l'usage solitaire, ça c'est vraiment un facteur de risque. Consommer tout seul, c'est évidemment beaucoup plus grave. Souvent, quand c'est autothérapeutique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas pris pour le plaisir, mais c'est pris pour apaiser des angoisses, pour traiter, je dirais, un mal-être, pour fuir une souffrance, et que là, on n'est pas du tout du côté du plaisir, de la consommation expérimentale. Pour la recherche d'excès, on voit comment certains vont consommer toujours plus parce qu'il y a quelque chose de trouver une limite, de rechercher des excès. Il y a quelque chose d'une quête, vraiment. En venant ici, je me disais, on va parler des produits, mais il y a aussi des comportements. Ici on voit bien qu'il y a une activité qui est fondamentale, que j'adore, moi, j'adore, c'est le surf. C'est super le surf, c'est du plaisir, c'est la glisse, c'est tout ça, c'est génial. Je n'ai pas parlé d'addiction, je parle de plaisir. Jusqu'où ça peut devenir, pour certains, un comportement à risque. Jusqu'où il faut toujours la vague la plus grosse, la plus dangereuse. Et je pense que d'ailleurs ici, il y a une vague connue pour ça. Enfin, jusqu'où certains vont risquer leur vie. Alors je ne parle pas forcément d'addiction, mais on voit bien comment certains comportements à risque peuvent devenir une addiction. Comment, voilà. Et la recherche d'excès, et notamment d'excitation, elle est des fois une quête pour certains ados. Le cumul de produits, c'est un facteur de risque. Plus on multiplie les addictions, plus évidemment c'est compliqué. Et puis la répétition, la persistance, c'est-à-dire que ça dure. Ça, c'est vraiment des facteurs de risque qu'on doit interroger quand on rencontre un ado. Quand est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu prends plusieurs produits? Est-ce que c'est tout seul? Pourquoi tu les prends? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que voilà. Enfin, bref, concrètement, ce n'est pas juste des termes comme ça. Ça doit être, je dirais, dans la rencontre avec l'ado, une recherche pour préciser ce qu'il en est de l'addiction. Alors pourquoi ça arrive à l'adolescence? Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons, et je crois que c'est même très important de ne pas stigmatiser certains ados, mais je pense qu'il y a des raisons d'abord, on va dire, neurobiologiques et de maturation cérébrale. C'est vrai que je ne vais pas détailler tout ce qu'il en est de la maturation cérébrale, surtout pour un topo grand public ou pour vous, mais franchement, il y a quelque chose d'une appétence et d'une difficulté à contrôler les impulsions, évidemment, à l'adolescence. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans le neurobiologique. Ce n'est pas uniquement psychique, ce n'est pas uniquement culturel, ce n'est pas uniquement familial, ce n'est pas uniquement tout ce qu'on veut, c'est aussi neurobiologique. Il y a une vulnérabilité biologique. Ça, c'est important parce que sinon on culpabilise d'emblée l'ado. Non, il y a aussi une participation neurobiologique, comme d'ailleurs vulnérabilité qui s'explique aussi pour d'autres survenues de pathologies, pas que les addictions, mais aussi la schizophrénie. C'est souvent, par exemple, à ce moment-là qu'elle débute. Voilà, donc il y a une période de vulnérabilité très importante, avec des ados qui sont peu sensibles aux risques sanitaires. C'est-à-dire que la prévention, si elle n'est pas individualisée, si elle n'est pas comprise et s'il n'y a pas un sens que l'adolescent va saisir, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais elle a peu d'effet. Combien il y a d'affiches sur le cannabis est dangereux? Combien il y a d'informations, de plaquettes? C'est super intéressant, c'est important, mais je ne suis pas sûr que ça atteigne les ados. Enfin, on pourra en discuter, mais je pense que les ados sont peu sensibles quand on leur parle des risques. En plus, ils sont très influençables, très sensibles, et qu'il y a un marketing sur le net ou sur le darknet qui est particulièrement bien fait. Mais vraiment, et nous, on passe complètement à côté, avec des influenceurs, avec un marketing pour certains produits qui est impressionnant. Je pense à l'Ice, par exemple, avec des couleurs, avec des formes. Il y a vraiment des produits et des fournisseurs qui se cassent pour je dirais, multiplier le marketing, développer le marketing de certains produits. Et je pense que les ados sont très influençables à ce moment-là et que ce n'est sûrement pas un hasard. Voilà. Donc, maturation cérébrale, aspect neurobiologique, aspect psychique aussi, bien sûr, individuel.
je pense que pour certains ados qui vont rentrer dans l'addiction, il y a sûrement des fragilités qui n'étaient pas forcément perçues par les parents, des fragilités avec des angoisses, avec des grands moments de solitude, peut-être des traumatismes des fois, en tout cas des angoisses qui vont être là, qui ne vont pas être verbalisées, explicitées, partagées, mais qui vont être source de mal-être, et que l'adolescent va vouloir fuir, et que par le produit, la rencontre avec le produit, ça va être une solution thérapeutique, ça va être une solution, et que le produit peut être une manière, au fond, de combler un vide, d'apaiser une anxiété, de fuir une réalité qui est insupportable. Parfois, c'est j'y arrive pas à l'école. Parfois, c'est pas forcément un drame. Mais l'image que l'on renvoie est tellement, dans l'estime de soi, difficile à vivre que vaut mieux fuir dans un produit, dans une consommation, que de se retrouver confronté à des résultats décevants. Évidemment, ça peut être source d'expérience, voilà. Mais encore une fois, l'expérimentation, elle est en général, on a vu chez pratiquement la grande majorité des ados, presque jusqu'à dire que ne pas essayer, c'est peut-être pour le pédopsie, une question, mais comment ça se fait, quoi, c'est vraiment un passage obligé. Alors que, voilà, ceux qui vont être dans l'addiction, c'est souvent des signes de fragilité individuelle. Et j'ai mis aussi groupaux, parce que les effets de groupe, et particulièrement à l'adolescence, sont fondamentaux. On se construit dans le groupe à l'adolescence. On se construit dans le groupe, dans des identifications. D'ailleurs, ils ont les mêmes paroles, les mêmes propos, les mêmes langages, les mêmes habits, les mêmes casquettes, les mêmes. Ils ont besoin de partager ça en groupe, éventuellement les mêmes produits. Éventuellement, dans les effets de groupe et dans les identifications, dans la place et dans la reconnaissance que ça donne. Évidemment, chez les plus fragiles, quelque chose d'une appétence pour les produits qui peut se développer. Les effets de groupe, il ne faut jamais les nier. C'est important. Les ados, ils vivent en groupe, ils vivent en bande. À moins d'être très malheureux et d'être tout seul enfermé chez soi, ce qu'on veut, c'est retrouver la copine ou le copain, mais surtout être dans un groupe. Avec un désir de se couper des autres quand on va mal, et qu'on prend ces produits, de se casser, de se rompre, dans une quête éperdue de reconnaissance. Je crois que, parfois même, je me rappelle de cet adolescent qui était celui qui fournit, voilà, il a une vraie fonction, il deal. Il est plus au lycée, il est à la sortie du lycée. C'est-à-dire qu'il est toujours présent, il est toujours autour, il est toujours avec. Il est toujours donc reconnu, il partage, mais pas en classe, où il n'arrive pas à bien travailler, mais à la sortie du lycée, où il va dealer, où il va exister, où il va, voilà. Des aspects donc neurobiologiques, mais aussi des aspects psychiques, individuels et groupaux. Et puis des aspects familiaux. Des aspects familiaux, j'ai vu la semaine dernière, je ne vous mens pas, un jeune qui arrive, qui a séché les cours, qui commençait à décrocher, qui a été retrouvé somnolent en cours, et donc l'infirmière scolaire l'a amené aux urgences, et donc son père rapplique pour justement savoir ce qu'il en est. Et puis on a retrouvé des traces de cannabis dans sa poche de pantalon. Et là, le père, en colère. Et j'étais avec l'interne, je me rappelle, l'interne n'a pas perçu ça. Mais bon, on fait l'entretien, etc. Et puis on sort de la salle et je dis à l'interne, mais t'as vu le t-shirt du père? Je dis, ah non. Il y avait une fleur de cannabis. Toutes les couleurs. Enfin, quand je dis les aspects familiaux, je pense qu'il y a certaines addictions familiales. Alors on peut toujours critiquer l'ado, mais je pense que pour l'alcool, peut-être même pour le cannabis, fumer en famille, c'est pas quelque chose, alors même si c'est illicite, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Enfin, que ce soit pour d'autres produits, j'en sais rien, mais c'est toujours à interroger. Je pense que ces aspects familiaux, il ne faut pas les nier, et que si les parents sont addicts, ça ne va pas aider l'adolescent à ne pas l'être. Et puis les aspects sociaux. Les aspects sociaux avec beaucoup de mouvements. Par exemple, pour le cannabis, en France, il y a beaucoup, déjà aux États-Unis, de demandes de légalisation. Donc il y a des culturellement, et les ados sont très sensibles à la culture, qu'est-ce qui est dit? Donc qu'est-ce qui est fait? Comment voilà. En tout cas, l'addiction, c'est la rencontre d'un jeune
avec un produit et dans un contexte particulier. Je crois qu'il faut vraiment, c'est Oliver Einstein qui disait ça, faut voir ce qu'il en est du côté du jeune, psychique, neurobiologique, du côté du produit, qu'est-ce qu'il en est, et du côté du contexte, familial, social, etc. C'est vraiment très important quand on aborde les addictions de prendre en compte, pas uniquement l'ado, pas uniquement sa famille ou le social, mais tout ça. J'ai mis là, comment, peut-être pour aller plus loin, simplement dans mon domaine pédopsychiatrique, il y a vraiment, je vais aller très vite, mais trois grandes façons de penser l'addiction, trois écoles, qui est celle de la recherche de sensations. C'est vraiment quelque chose là d'une quête pour certains adolescents, quête de sensations, d'expérience, du toujours plus, de la recherche de l'excès, comme si pour exister, pour s'éprouver, pour se connaître, il fallait justement rencontrer des produits et puis être en quête de sensations. Il y a quelque chose en tous les cas, d'une modalité d'addiction. Il y a les conduites à risque, qu'on dit aussi les conduites ordaliques, c'est-à-dire chez les ados fragiles, mais David Le Breton vous en parlera beaucoup, c'est de s'en remettre au hasard, à l'autre, peut-être à Dieu, donc je consomme et on verra bien. C'est plus moi qui commande, je lâche. C'est tranquillisant, on n'est plus responsable. Vous imaginez ? Ça peut être une façon de se débarrasser de son identité, de sa responsabilité, de ses obligations. Je consomme, et pendant que je consomme, je ne suis plus celui qui doit, je suis celui qui échappe. Et je dirais, c'est le rapport au risque qui tout double. On verra bien ce qui se passe. Je m'en remets au hasard, et on voit bien comme ça qu'il y a des conduites à risque qui peuvent être très problématiques. C'est une autre manière de comprendre les addictions, où il y a encore tout ce qui concerne les carences d'enfants qui ont souffert dans l'enfance et qui vont, du fait de troubles psychiques, en tous les cas de défaillance narcissique, consommer des produits pour essayer de restaurer quelque chose qui est abîmé ou qui est cassé. C'est des grandes lignes, et c'est pour dire qu'il y a plusieurs modèles pour expliquer les addictions d'un point de vue psychologique ou psychiatrique. Il y a plusieurs modèles, il n'y en a pas un univoque de consommation et d'addiction. Il y a du côté des sensations, du côté des conduites à risque ou du côté des traumas ou des difficultés, des carences psychiques du passé et de l'enfance. Très vite, des chiffres pour que vous ayez une idée. Le tabac, c'est le premier produit consommé. Je vous ai mis quelques chiffres, on ne va pas les reprendre, mais voilà. Ce qu'il faut retenir en tous les cas, ce sont des chiffres en France, c'est que de plus en plus les garçons et les filles consomment de la même manière. Et peut-être s'il y a un chiffre à retenir en bas, c'est qu'à 17 ans, un quart des adolescents fument tous les jours. On ne peut pas retenir tous les chiffres, mais je trouvais que celui-là, moi, me parlait beaucoup. Un quart, 25% des ados de 17 ans, garçons et filles, fument tous les jours. Bon, c'est quelque chose quand même qui interroge sur la santé publique. Bon, l'alcool, c'est la première substance, mais licite. Parce que ce n'est pas interdit de boire de l'alcool. Autant le cannabis, c'est interdit, mais autant le tabac et l'alcool, c'est licite. Et c'est la première substance psychoactive licite, voilà, c'est la drogue préférée des jeunes. J'ai mis deux profils européens, c'est marrant, on voit bien, il y avait plutôt, je dirais, dans les consommations nordiques, c'est pour ça qu'il y a une connotation culturelle, qui sont plutôt des usages réguliers mais faibles. On consomme régulièrement, tous les jeudis, les vendredis, les samedis, au match du dimanche, enfin je veux dire voilà, il y a quelque chose. Alors que dans le sud, en Italie, en Espagne, on voit plus ce qui s'appelle les binge drinking, enfin des consommations très très importantes en très peu de temps. En très peu de temps, et comme s'il fallait, c'est la recherche de sensations dont je parlais tout à l'heure, voir la conduite à risque, on perd le contrôle, et il faut que ça soit le plus vite possible. Mais progressivement, ces deux profils, on va dire, européens se rejoignent. En tout cas, pour l'alcool, voilà les chiffres. Plus il s'installe tôt dans la vie, plus c'est grave. À 16 ans, le taux d'usage régulier est de 10%. Un ado sur 10 à 16 ans consomme régulièrement de l'alcool. On va voir que c'est plutôt en baisse, mais que malheureusement, ça reste quand même très très important et qu'un adolescent sur 10 a au moins 10 ivresses par an, avec
quand même une prépondérance plus pour les garçons. Je vous ai mis là juste une petite vignette clinique que j'ai vue il y a quelques je ne sais plus quand, c'était en février 2019. Voilà, pour interroger qu'est-ce que c'est que cette ivresse à l'adolescence. Est-ce que c'est un incident festif, une fête et puis on a trop bu? Est-ce que c'est un rite initiatique? Il faut se prendre une cuite, sinon on n'est pas un homme. Je dis ça, c'est ce qu'on entend, hein. C'est pas ce que forcément je pense. Ou est-ce que c'est plutôt, quand on arrive aux urgences, un signe de souffrance et de mal-être? Voilà ce que j'ai entendu aux urgences au décours de cette admission d'une jeune de 14 ans et 2 mois. J'ai interrogé les infirmières, les aides-soignants, les internes et tout ça. « Oh, c'est banal. Oh, il a fait une bonne fête, il sortira quand il aura cuvé. C'est rare chez les jeunes ados, mais bon, ça peut arriver. J'ai fait la même chose à son âge, c'est l'adolescence. » Ils prennent des risques en connaissant ces risques. Je trouve que c'est ce qu'on entend. Et c'était le cas justement au décours de l'admission de cette jeune de 14 ans et 2 mois, hein, qui est arrivée à 17h. À 17h. Pas à 11h du soir ou minuit, hein, à 17h, pour un coma sur la voie publique. Elle est arrivée avec les pompiers. Elle avait une alcoolémie à 1,5 g. Elle avait bu de la vodka, surtout, on le saura après, de la vodka pure et en groupe. Avec un rapport sexuel sans protection, elle nous le dira après, hein, et sans contraception. Elle fumait déjà à 14 ans 8 à 10 cigarettes par jour et c'était sa 6e ivresse. Voilà, pas de consommation d'autres produits, elle était déjà avec une baisse des résultats scolaires et elle commençait à être dans un absentéisme. Et bien malheureusement, elle est ressortie le lendemain contre avis médical à la demande de ses parents. Et c'est les parents qui ont l'autorité. Hein. Moi, ça m'inquiète. Moi, surtout quand j'entends c'est banal, c'est une bonne cuite. Enfin voilà. Je ne vous ai pas pris un cas exceptionnel. Hein. C'était un cas aux urgences de pédiatrique du CHU d'Angers en février 2019. Et ça, je pense que vous avez aussi ces ados qui arrivent. On passe à côté. On passe à côté. Et ça, je pense que on peut faire mieux. Enfin voilà, vraiment, on en discutera si vous voulez. En tout cas, le binge drinking, c'est de plus en plus fréquent. C'est ce qu'on voit, hein, c'est ce que je vous ai expliqué. Et c'est vraiment en hausse, notamment chez les grands adolescents. Voilà. Avec d'ailleurs, toujours plus et toujours plus vite, j'ai même vu une jeune fille, moi, qui prenait l'alcool en intravaginal parce que ça va plus vite. L'imaginaire n'a pas de limite, hein. Mais donc, voilà. On a des chiffres, en tous les cas, qui sont impressionnants, avec des ivresses de plus en plus répétées. C'est pas livresque, hein, c'est arrivé aux urgences et elle nous a expliqué comment elle faisait et que c'était vraiment fabuleux parce que c'était comme un shoot, enfin bon, avec tout ce que vous éminez, de la connotation sexuelle qui allait avec. Le cannabis, c'est le premier produit psychoactif illicite qui est consommé à l'adolescence, où on voit qu'environ 5% des ados de 17 ans présentent déjà un risque d'usage élevé, voire de dépendance. 5% hein, à 17 ans sont déjà dans des risques élevés de dépendance et sont déjà quasiment dans l'addiction, surtout des garçons plus que des filles. Je trouve que c'est des chiffres très importants, moi, et c'est vrai que c'est important. Je vous ai mis là, donc, pour résumer, alcool, tabac, cannabis, malgré des améliorations quand même des consommations toujours élevées. Pourtant, on voit qu'elle baisse. Je vous ai mis là le tabac, l'alcool et le cannabis. On voit que expérimentation, hein, voilà, quotidien ou par mois, on le voit, les expérimentations pour le tabac baissent. Je vous dis, c'est moins à la mode, le tabac. Fumer du tabac, c'est quelque chose qui est moins pratiqué par les ados, que ce soit des consommations mensuelles ou que ce soit des consommations quotidiennes. On reste quand même à 25%, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. 25% consomment quotidiennement. Mais c'était 40% en 2000. On est dans des baisses. Pareil pour l'alcool. On est dans des expérimentations qui diminuent très très peu. En tous les cas, au niveau des consommations régulières, on reste stable. Et pour le cannabis, on est quand même dans des consommations toujours importantes. Expérimentation mensuelle ou régulière. Régulière, c'est toujours à peu près la même chose. Voilà. Évolution entre 2000 et 2017. L'alcool aurait tendance à baisser
surtout, dans les expérimentations, mais voilà, moins dans la consommation régulière. En tout cas, le cannabis, moins. Et là, vous avez les principaux indicateurs des consommations récentes à 16 ans, voilà, où on voit les mêmes baisses, sauf avec le cannabis. Il y a aussi des addictions sans produit. Juste un petit mot, on a vu les addictions avec produit. Il y a aussi des addictions sans produit. Les jeux vidéo, alors ce n'est pas un produit qu'on consomme, mais c'est devenu, je ne pouvais pas ne pas en parler, dans la classification internationale des maladies, une pathologie qui s'appelle addiction et troubles associés, troubles du jeu vidéo sur Internet. Troubles du jeu vidéo sur Internet. C'est devenu une maladie. C'est très controversé. En Corée du Sud, j'ai un article ici où ils disent « mais ça ne va pas, non? C'est pas une maladie, c'est une activité. Voilà. » Enfin, c'est un parti pris que de dire que c'est une maladie. Moi, je ne fais que dire ce qu'il en est des classifications internationales. On pourra en discuter si vous voulez. Mais donc voilà, 5% joueraient aux jeux vidéo entre 5 et 10 heures par jour. 5% des ados. 5% des geeks. On parle aussi d'hikikomori, c'est tous ceux qui restent enfermés chez eux. Et donc, on ne les voit pas en consultation. Mais ils existent. 5% des ados. Et évidemment aussi données épidémiologiques et addiction aux écrans. Mais ça, vous le connaissez aussi. Et je vous ai mis là que c'était un débat très très important en Corée du Sud, mais aussi dans d'autres pays qui sont très friands, et au Japon notamment, de ces utilisations jeux vidéo. Faut-il parler d'addiction au smartphone? Ça, ce n'est pas dans les classifications, mais je vous interroge. Est-ce qu'on peut parler d'addiction à ce que maintenant, 92% des ados ont, quand même, 92% des ados en France ont un smartphone. On se demande même comment ça se fait que ce n'est pas 100%. Mais donc on voit bien en 2018, 92%. Peut-on parler d'addiction? Rappelez-vous la définition. C'est qu'on ne peut pas s'en passer, c'est qu'on est très mal quand on n'a pas, qu'on est du côté du besoin. C'est pour ça que je m'interroge. Est-ce qu'on est du côté du plaisir ou du besoin? De la nécessité impérieuse voilà. J'aurais dû mettre un point d'interrogation. Mais peut-on parler d'une nouvelle génération connectée? À débattre. La pornographie. Peut-on parler d'addiction à la pornographie à l'adolescence? C'est vrai qu'avec ce libre accès sur Internet, ça pose question et on n'a pas de chiffres officiels d'enquête internationale là-dessus. Mais 4% des jeunes regardent quotidiennement du porno. 4% des ados, enfants ados, regardent quotidiennement du porno. 15% affirment regarder au moins une fois par semaine du porno et 21% au moins une fois, alors attendez, une fois par semaine du porno et regardent au moins une fois, voilà, c'est ça 21%. 37% déclarent avoir déjà visionné, voilà, et les garçons plus que les filles. Qu'en est-il des effets sur la sexualité à l'âge adulte? Peut-on parler d'addiction? Je ne sais pas, mais ça interroge notamment chez les plus fragiles. Je vous ai mis là des récapitulatifs de tous les chiffres et puis vous aurez ça, je dirais, sur le diaporama. Vous aurez le diaporama. J'ai juste mis ça, évidemment, addiction aux autres produits. On a produits classiques, sans produits. Et puis j'ai rajouté là cette augmentation, mais on a peu d'études, préoccupantes en France, de la diffusion de la cocaïne, des amphétamines, notamment de l'ecstasy, et de la méthamphétamine, tout ce qui est ice, cristal et crack. On a vraiment une grande augmentation, malheureusement, pas de chiffres. J'ai apporté là, parce que c'est vraiment une préoccupation de santé publique, les différents rapports officiels et nationaux, le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022, tout ça, où ces questions-là sont vraiment au centre. Les ados trouvent des nouveaux produits sur le marché et consomment beaucoup. Cocaïne, 3% des 14-17 déclarent en avoir déjà consommé. Mais partout en France, même dans des petits villages. Et pour ce qui est de l'ecstasy et de l'ice, etc., 4% déclarent en avoir déjà consommé et 2% au moins une fois par semaine. Et quand on va à Paris, on passe à 10%. Il y a des nouvelles drogues de synthèse. Je ne sais pas, je serais curieux de savoir les chiffres ici.
Je vous donne ceux de... Voilà. Il y a aussi de plus en plus, sans doute, des consommations régulières. Je ne sais pas s'il faut parler d'addiction à toutes ces boissons énergisantes, dont les ados raffolent. Et puis les psychotropes, ça baisse, hein, mais pendant un moment, c'était le Rivotril surtout. Voilà. Et puis on a vu des intoxications aux hortensias. Il faut le savoir, les hortensias donnent des effets psychédéliques quand on les consomme. Ou la datura, c'est une fleur qui pousse au bord de la Loire. Ici aussi, ah ben voilà. Donc voilà, les ados vont chercher d'autres produits. Et ça, faut les interroger aussi sur ces autres produits et sortir alcool, tabac, cannabis. Presque on paraîtrait des adultes dépassés, hein, si on ne se limitait qu'à ces produits-là. Voilà, avec d'autres produits. Et je vous ai mis là, et ça me semble intéressant, le regard des parents et la consommation en regard des ados. Le pourcentage de parents qui pensent que leur enfant consomme ces produits au moins une fois par semaine. L'alcool, 10% des parents pensent que leur fils ou leur fille consomme de l'alcool. Ils pensent que, ouais, allez, 10% pensent... En fait, la consommation, c'est 30%. Pour le tabac, 15% des parents pensent que ouais, leurs enfants consomment ce produit-là au moins une fois par semaine. La réalité, c'est 25%, 24%. Ce que je veux vous montrer là, c'est que les parents passent à côté de la consommation. En tous les cas, ils savent qu'il y a une consommation, mais ils la minimisent. Je n'ai pas dit qu'il a banalisé, mais il la minimise. Regardez par exemple pour le porno, hein, pour les films moins de 18 ans, 7% des parents pensent que leur fils regarde ouais, une fois par semaine. Bon d'accord, en fait c'est 21%, c'est 3 fois plus. Etc. etc. Je trouve que c'est intéressant de voir ce décalage entre la perception parentale et la réalité de la consommation des ados. Ne soyons pas comme les parents. Voilà, je vous ai mis là l'enquête de Polynésie française, hein, parce que je trouvais que c'était intéressant. J'ai été chercher tous les chiffres et donc les vôtres. Alors j'ai vu la santé des élèves polynésiens de 13 à 17 ans dans cette enquête qui a été menée en 2016, je crois. Et j'ai repéré, outre les autres problèmes de santé tels que l'obésité, que 26% ont consommé du tabac, 44% ont consommé de l'alcool au cours des 30 derniers jours, 29% déclarent avoir consommé de la drogue au moins une fois par mois. Donc c'est beaucoup aussi. Hein. Voilà. Et les adultes, parce qu'on parle toujours des ados, je pense que c'est toujours facile de parler des autres. Qu'est-ce qu'il en est de nos consommations à nous? Bon voilà, c'était juste un clin d'œil. Voilà. L'addiction, donc c'est un besoin, c'est une dépendance physique et psychique. C'est probablement, quand on en est à ce stade, le soulagement d'une tension. Ce n'est pas juste pour le plaisir, hein. C'est pour, je dirais, soulager quelque chose, un affect. C'est vraiment quelque chose qui veut répondre à une fragilité, qui veut répondre à un manque. C'est à mon avis plus un autotraitement et donc une impasse plus que du côté du plaisir. Mais c'est très difficile parce que les ados ne supportent pas qu'on parle d'eux et qu'on décrive des choses qui les concernent. Et donc attention de ne pas juger, sinon on ne les reverra plus jamais, on ne les soignera pas. Attention de ne pas juger et attention à ne pas être dans des effets de mode nous-mêmes par rapport à certains produits et à médicaliser trop les excès. Bon, on le voit avec les jeux vidéo. Est-ce que c'est une pathologie? Oui, si on prend la classification internationale des maladies, c'est une maladie. Mais est-ce qu'on ne médicalise pas trop? Mais jusqu'où? C'est compliqué de trouver la limite. Il ne faut pas banaliser, mais il ne faut pas non plus tout médicaliser et dire au fond qu'à la fin, vivre, ça tue. Hein. Non mais ben oui, on a fumé, ça tue, boire, ça tue, faire l'amour, ça tue parce qu'il y a le sida, voilà, le Covid, ça tue, enfin tout tue, quoi alors, il n'y a plus rien. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Non mais attention de ne pas être dans un discours moralisateur. Bon, c'est important de soi-même avoir réfléchi à ces questions-là quand on accompagne des ados qui vivent des addictions. Voilà, parce que l'addiction, c'est sûrement une relation à un objet de plaisir, mais c'est plutôt, à mon avis, un fixateur d'angoisse. Ce n'est pas un choix ni une liberté, c'est plutôt un besoin.
Et on est plutôt du côté de la dépendance, parfois de l'appartenance à un groupe qui consomme la même chose. Voilà. En tous les cas, quand on interroge les jeunes, ils connaissent très bien les risques. Ils connaissent les risques. Ouais, c'est dangereux, ouais, je sais, ça peut donner ça, ouais, je sais, mais bon, c'est un discours d'adulte. Ce n'est pas la connaissance de la nocivité du produit. Hein. C'est comme l'anorexie mentale, qui est une addiction aussi comportementale. Elle sait qu'il faut manger. Hein. Enfin, elle n'est pas folle, elle sait, mais elle ne mange pas. Voilà, on voit bien que c'est du côté du besoin. Si je mange, c'est insupportable. On voit bien qu'on est du côté, pas du coup d'une liberté, d'un choix, d'une philosophie de vie, comme on voyait avec le cannabis, love and peace, and rock'n'roll. Non, je crois qu'on est du côté d'une dépendance. Et comment on peut passer du risque à la dépendance. Je vous ai mis là les différents types de consommation à l'adolescence et de bien faire la différence entre la consommation festive, la consommation autothérapeutique et l'addiction. Et là, on voit que par rapport à l'effet recherché, au mode social de contamination, à la scolarité, aux activités, aux facteurs de risque, là, on fait vraiment la différence entre des ados qui vont être du côté de la fête, du côté qui seront en groupe, avec un effet euphorisant du produit, et puis des activités qui sont conservées, une scolarité qui va bien, voilà. Et puis l'autothérapeutique qui va être en solitaire, qui va décrocher scolairement, qui va rechercher de manière désespérée le produit parce que sinon ça lui manque, etc., etc. Donc il y a vraiment à l'adolescence ces trois types de consommation qu'il faut différencier parce que c'est vraiment tout à fait fondamental. L'addiction, c'est un défi majeur. Je vous ai apporté là les différentes publications qui viennent de sortir. Il y a un plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 qui est en cours, avec beaucoup de choses qui se mettent en place. Évidemment, d'autres rapports sur l'urgence d'une politique de santé et de sécurité publique. Là, le dossier Midelka, qui est très intéressant pour ceux que ça intéresse, au niveau du ministère, avec justement tout ce qui doit se mettre en place pour accompagner ces jeunes. Voilà, c'est un défi majeur pour notre société. Je pense qu'aujourd'hui, se procurer les produits est un jeu d'enfant. Vraiment, si on veut du cannabis, si on veut aller sur Internet voir des trucs, c'est un jeu d'enfant. On ne peut pas dire c'est interdit et puis en même temps mettre ça sous le nez des ados. Voilà, il y a un paradoxe là et des contradictions qui ne vont pas bien et je crois vraiment qu'on peut faire mieux parce que la rencontre avec les produits est inévitable. Voilà, avec les facteurs de risque que je vous ai mis et que c'est un défi majeur avec ce plan national. Je vous ai rappelé là quand même la morbidité par rapport au tabac, par rapport à l'alcool, par rapport aux drogues illicites qui touche particulièrement à la jeunesse. Et c'est quand même sûrement important qu'on fasse une information, une sensibilisation, une prise de conscience et qu'on se mobilise par rapport à ça. Et qu'il fallait sortir du mythe d'une carrière et d'une ascension sociale par le trafic. Aujourd'hui en France, il y a des ados qui disent que vaut mieux dealer du shit en bas de l'immeuble parce qu'on sera reconnu, parce qu'on aura des sous, parce qu'on aura une appartenance, on aura presque une reconnaissance sociale, voilà, plutôt que d'aller à l'école, d'aller au collège qui va nous donner un bac qui va servir à rien. Enfin, c'est ça. Et je vous ai même mis là, ça a été publié dernièrement, les rémunérations à la journée ou à la tâche des dealers, des guetteurs, des vendeurs, des chefs de vente et des bras droits du chef. Mais on s'aperçoit que c'est en euros. On s'aperçoit qu'on gagne vite sa vie en dealant des produits et que si on est fragile, mais c'est ça la réalité. Alors dans les grandes métropoles, mais c'est compliqué de dire à un jeune qu'il faut qu'il retourne à l'école, qu'il travaille, qu'il arrête de consommer, alors qu'au bas de chez lui, il peut gagner une fortune très vite et en étant reconnu socialement et en ayant une place. C'est ça le défi social le défi de nos pouvoirs publics. Voilà. Et pour les soins, je termine là-dessus, bien évidemment, il y a les prises en charge individuelles, groupales, les psychothérapies, les psychodrames, les thérapies familiales, certes. J'ai juste voulu insister sur les soins culturels,
Parce que je pense que ces ados, il faut aller sur leur terrain. Ces ados, on ne va pas les soigner de manière, au fond, avec les outils d'antan. La psychothérapie, ça ne leur parle pas. Non, il faut créer des ateliers médiatisés, il faut ce que Ruffo appelle les soins culturels, autour d'activités où, j'allais dire, ils vont s'y retrouver, ils vont retrouver du plaisir. C'est-à-dire, au fond, il faut relancer le plaisir à penser, à créer ensemble, à apprendre, je dirais à passer des bons moments ensemble et pour en retirer quelque chose d'une satisfaction, d'une estime de soi et narcissiquement quelque chose de valorisant, autour d'activités. J'entendais là des collègues professionnels qui sont au DU qui parlaient de création d'ateliers cuisine, même traditionnels. Ça peut paraître désuet, mais voilà, ça peut combler un vide, ça peut redonner du sens à la vie, ça peut réinscrire dans la culture, ça peut vraiment permettre à ces ados d'éprouver une expérience subjective qui va les décaler de l'addiction. Il faut de la surprise, il faut de la créativité, et ces ateliers-là peuvent être une chance de leur redonner, je dirais, une autre façon de concevoir la vie et le rapport. Voilà. J'ai mis là espace mode, espace esthétique, coiffure, c'est ça s'occuper de soi, expression corporelle, danse, théâtre, cirque, culture traditionnelle, radio. Faire une radio à plusieurs, c'est quand même plus créatif que consommer dans le parc, que ce soit de l'alcool ou du tabac. Alors, ça ne va peut-être pas les empêcher, mais peut-être ça va ouvrir d'autres possibilités de faire une radio, surtout qu'elle va être écoutée par les autres. C'est ça, aller sur leur terrain. C'est vraiment créer des activités. Je fais des sourires, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est créer des activités qui permettent en tous les cas d'être dans le soin, dans l'activité créatrice, sculpture, peinture, écriture, bande dessinée, jeux vidéo. C'est Xavier Pomereau qui a créé un jeu vidéo où les ados addicts vont jouer. Puis au bout d'un moment, vont réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire, voilà, et qui visent plus la créativité que la destruction de soi-même. Ça me semble tout à fait important et ça se développe beaucoup dans les services de pédopsie, dans les espaces, les maisons des ados, où là vraiment on propose des soins qui leur parlent et on va sur leur terrain. Ces espaces qui permettent de prendre soin de soi, de devenir porteur d'un projet, peut-être même d'emmener des autres ados, quand il y en a une ou un qui accroche, eh ben, il emmène les autres, de se réapproprier un désir de soin pour soi-même, voilà, de se remettre à penser avec d'autres, et d'y prendre du plaisir. Si je demande à un ado en psychothérapie individuelle de parler de lui, mais il va me dire j'ai rien à dire. Alors que si on est autour d'une activité, on partage des choses, et là on va voir apparaître des choses qui pourront être reprises. Voilà, et de sortir de la satisfaction pulsionnelle immédiate, au contraire d'être la créativité, et de réinstituer une continuité psychique, voilà, avec une revalorisation narcissique, où ils ont l'impression de tout d'un coup redevenir dans quelque chose de positif, de valorisant, de créatif. Voilà, ça me semble tout à fait important. Merci beaucoup de votre attention et puis on peut en discuter si vous le voulez.